Du musée du Louvre. Je me présente, je m'appelle Arthur Binois, je suis adjoint à la direction de l'auditorium et des spectacles du Louvre et je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour cette masterclass avec Gaël Faye. Alors, peut-être avant de commencer, avant de laisser la parole à celui que vous attendez tous et toutes, je vous prends quelques minutes de votre temps pour vous resituer un tout petit peu le contexte de cette invitation. Vous dire que depuis de nombreuses années, le Louvre essaye de s'ouvrir au maximum à des artistes de toutes les disciplines, les inviter à venir poser leur valise, mais aussi leur regard sur les collections du Louvre. Et chaque printemps, on a le plaisir de se tourner vers les musiques actuelles. Alors peut-être parmi vous, certaines ont pu déjà assister à des événements avec Fusha Catton, on a eu Birds and the Wire. Et cette année, on est très heureux d'accueillir un musicien, mais aussi un écrivain. Toute la richesse de ce regard chez nous, avec Gaël Faye au printemps. Une histoire qui a commencé maintenant en mars, même si en fait ça fait presque un an que Gaël Faye use ses baskets sur les 42 km de couloir de Louvre. On a commencé en mars avec une très belle randonnée, on va en reparler. On va vers un concert le 20 mai, un concert qui s'annonce exceptionnel devant le radeau de la Méduse, ce chef-d'œuvre des collections de peinture. Et là, ce soir, c'est un peu la mi-temps. On est à mi-parcours. On a l'occasion d'avoir un temps privilégié avec Gaël Faye. Donc, au Louvre, quand on a un artiste vivant, on le tient, on le lâche pas. Et c'est l'occasion de prendre un petit temps pour se poser, puis pour ouvrir le capot, qui nous partage un peu comment il travaille, qu'est-ce qu'il a inspiré, comment il écrit, et évidemment son regard aussi sur le Louvre, le temps qu'il est parmi nous. Et pour ça, il va être entre les mains expertes de Maxime Froissant, qui va faire la modération de cet entretien. Et puis après, il y aura quelques questions de votre part. On ne pourra pas prendre 450 questions, mais on essaiera d'avoir un temps pour ça, pour que vous puissiez aussi poser des questions directement. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'être là, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Mais j'aime beaucoup les événements avec toi, Gaël. Une ambiance de fou dans la salle, c'est incroyable. Merci beaucoup, Arthur. Merci surtout à toi, Gaël, de nous recevoir chez toi, puisque depuis quelques semaines, comme Arthur le disait, le Louvre t'a invité et le musée est un peu devenu ta deuxième maison. Tu as donc une carte blanche en 3 temps, et depuis que tu es là, le musée du Louvre n'est plus tout à fait le même. On a entendu des voix nouvelles, des mots nouveaux, on a dansé sur des rythmes un peu inhabituels. Et donc, tu es venu rajouter, on peut le dire, une couche de pili-pili sur le gros croissant au beurre du Louvre. Pour faire un petit clin d'œil avec ton premier album, clin d'œil qui était beaucoup trop tentant. Alors, le Louvre est ta deuxième maison, tu as eu beaucoup de maisons. Tu as grandi donc à Bujumbura, pardon, au Burundi. Je savais que j'allais planter dessus, en fait, c'est forcé. Donc, Bujumbura, au Burundi. Tu es arrivé à Versailles à l'adolescence pour fuir le génocide. Tu as passé du temps à Londres, qui est quand même une étape importante de ton parcours, où tu as bifurqué vers une vie un peu moins ordinaire pour devenir chanteur. Et aujourd'hui, tu partages ta vie entre Paris et Kigali, au Rwanda, où tu as tes deux nationalités franco-rwandaises. Tu partages ta vie entre ces deux villes, tu partages aussi ta vie entre les mots et la musique, puisque, est-ce que je dois vraiment me présenter vu la salle? Je ne crois pas, mais je vais quand même le faire, c'est un peu mon rôle. Donc tu es bien sûr chanteur et écrivain. Tu as sorti 2 albums, Pili Pili sur un croissant au beurre, le deuxième, Lundi méchant en 2020. Tu as publié 2 livres, Petit Pays en 2016 et Jacaranda en 2024. Petit Pays qui a été prix concours des lycéens, Jacaranda prix Renaudot. Et tu as aussi réalisé un bel exposition. Et tu as aussi réalisé un documentaire qui s'appelle Le silence des mots, un très beau titre, qui
parle des violences sexuelles subies par les femmes rwandaises pendant la guerre par les soldats français. Et c'est un très beau titre. Le silence est un thème qui traverse qui est très important dans ton travail. Il y a plein de formes de silence différentes. Le silence de l'oubli, le silence du passé, le silence des morts. Mais plus légèrement, on va commencer un peu plus légèrement, on va commencer par s'immerger dans le silence de l'ennui. L'ennui des après-midi infinis qu'on va regarder, dans lequel on va s'immerger grâce à une petite vidéo. Un cimetière s'est formé entre Naco et Moustiquaire. La névralgie d'un robinet, c'est le bruit de ma rivière. Le vent danse dans les rideaux, le grelot de la tringle. Dehors grésille la radio, de quelques voix que je distingue. Des oiseaux dans une volière, le casse-cou fait du boucan. Si le frigo ne bourdonne guère, c'est qu'il y a coupure de courant. Rayon de soleil en suspension, filament de poussière dans l'air qui traverse le salon pour zébrer d'ombre et de lumière. À l'heure de la sieste, j'apprivoise le silence. Petit prince d'ennui modeste, entre moutons et somnolence. Dans la vieille maison de briques, de la Belgique sous les tropiques. À l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique. Petit garçon, genou cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux. Nos jeux sont souvent poussiéreux, sous un soleil de plomb teigneux. Les excursions chevaleresques, les fous rires, les pactes de sang. Copain ça compte, copain ça reste. Copain c'est d'abord un mot d'enfant. Dans le ventre de la maison, les adultes en digestion, et moi coincé dans mes questions, prisonnier d'une toile au plafond. Capharnaüm de la déco, les masques, les trophées, les geckos. Je joue au G.I. Joe, dans le crâne d'un hippo. À l'intérieur il fait frais, le carrelage une mosaïque, sur lequel mes voitures jouées dessinent des routes périphériques. Torpeur d'après-midi, sous un ciel bleu paradis, parade levée dans le taillis, 14 juillet chez les fourmis. Dans mon jardin d'Éden, il y a des serpents à tous les angles, des fouettes de pommes golden, je trahis Dieu avec des mangues. Toute l'année dans mon jardin, je vis à ciel ouvert, sous le ficus, je suis un arbre temple, arbre d'hiver, la citronnelle borde la rigole, entourant la maison. La pluie s'abstient ou dégringole, les pizzas n'ont que de saison, et quand les trompes s'abattent,
Elle tambourine le toit de tôle. Les bananiers deviennent frégates. Et l'eau cascade sur mes épaules. Une planche à voile sur le toit d'un combi Volkswagen. Des photos jaunies. Le petit chien s'appelle Amstel. Pas de 4 heures, pas de goûter. Pas de pâte à tartiner. Pas de chien, pas de télé. Y'a que l'aquarium à regarder. Pas de parfum que l'on humecte. J'écris des lettres à une maman. À une absence. Apprendre à faire avec, c'est apprendre à faire sans. C'était ma vie, c'était la vie. C'était le train-train quotidien. C'était l'ennui des après-midi sans fin. L'ennui des après-midi sans fin. Alors, est-ce que le titre a mis longtemps à venir après la vidéo? Oui, quand même. Hein. Moi, je sais que j'avais envie qu'il y ait. En fait, je voudrais remercier la personne qui a filmé, qui s'appelle Nicolas Bossini, qui était un copain qui m'accompagnait partout, qui filmait tout. Et en fait, on ne se rend pas compte sur le moment, parce que le moment où on crée, on essaye de ne pas se regarder. Donc, lui, il était là et il se faisait discret. Et donc, c'est lui qui m'a offert ce cadeau de me ressentir ces images-là que j'avais totalement oubliées, forcément. Mais j'aime bien le moment où les fourmis se superposent au ciel, parce que je crois que c'était l'idée que j'avais envie d'avoir dans cette chanson, le rapport entre l'infini et l'infini. Le regard de l'enfant qui se pose sur les détails d'un carrelage, d'une fissure dans un mur, et puis qui est aussi émerveillé par l'infini qu'offre le monde et le ciel et les arbres. Et voilà, et c'est en ça que c'est un morceau particulier dans cet album, qui est un album marqué par la guerre, l'exil, la nostalgie, et que j'avais envie de revenir au temps qui avait précédé tout ça, comme pour dire, avant d'avoir été réfugié, exilé, tous ces mots qu'on finira par m'apposer, que le regard des autres va construire sur moi, qui j'avais été, et bien c'est cet enfant-là, dans cette maison, dans ce jardin, voilà, dans cette réalité qui a complètement disparu. Là, par exemple, quand on filme la maison, nous n'habitons plus dans cette maison-là, elle est presque à l'abandon. C'est les dernières images que je sauve de la maison, le frigo, le robinet qui coule. Mais c'était tous les souvenirs de l'enfance qu'il fallait capter. Et surtout le capter en haut, parce que pour moi les mots disent plus que les images. Tu l'as dit, c'est un morceau qui est un petit peu à part dans ton premier album, et quand on le voit aujourd'hui, c'est assez frappant à quel point c'est un condensé de ton univers à venir, enfin de ton univers qui était à venir à l'époque. Alors bien sûr, il y a la virtuosité des mots et de la rime, ces paroles qui sont sublimes, mais dans les thèmes, il y a le silence, il y a l'enfance, il y a la mer, et l'enfance, c'est aussi quelque chose qui est très précieux chez toi. Tes deux livres commencent par un retour en enfance. On entre par ce point de vue-là. Est-ce que c'est un procédé pour toi? Est-ce que c'est à quel désir est-ce que ça correspond? Je crois que ça correspond à un désir de se débarrasser de tous les a priori, de tout ce qui fait que
l'éducation, la culture avec un grand C finit par façonner notre regard. Il y a peut-être dans l'enfance un temps qui correspond encore à une naïveté, à une innocence, débarrassée de tout ce qu'on va acquérir au fur et à mesure, je ne sais pas, par exemple, de préjugés, de regards biaisés sur le monde parce qu'on va être pétri par notre environnement. Donc il y a de ça. Je crois aussi que l'enfance, c'est le temps infini. Le temps infini de la sensation, c'est l'époque de la sensation. Le monde parvient peut-être plus par les sens physiques que par la réflexion, que par la pensée. Et donc, retrouver ce rapport-là. Et puis, si on parle des deux romans, j'avais envie d'essayer de comprendre par quelle histoire humaine nous étions passés, une histoire politique, sociologique, peu importe, et qui est très complexe. Elle s'est sédimentée au fil des décennies, au fil des siècles. Et utiliser un enfant, c'est comme... utiliser, c'est pas très joli, mais partir depuis le point de vue de l'enfant, c'est comme redérouler la découverte d'une situation, encore une fois, avec un regard vierge, et peut-être de cheminer au même rythme que le lecteur dans le roman, c'est cheminer au même tempo, découvrir en même temps que parce qu'on pourrait penser que l'histoire est trop complexe et qu'elle est impossible à saisir, alors qu'il suffit simplement de prendre ce temps-là, de l'enfance. Donc il y a quand même une très grande différence entre les deux romans. Dans le premier roman, c'est, on va dire, le regard de l'enfant quasiment tout du long. Pour Jacques Aranda, on va voir cet enfant grandir et son regard aussi changer sur le monde. Tu es très peu venu au Louvre quand tu étais adolescent et tu l'as découvert justement par des yeux d'enfant, pas n'importe lesquels, à travers le regard de tes filles, qui sont un peu celles qui t'ont emmené au Louvre. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit quand on découvre le Louvre à travers des yeux d'enfant? Alors, j'ai été comme plein de Parisiens. On vit avec des enfants dans des espaces très petits, et donc on doit sortir. À un moment donné, il faut... On cherche de l'espace, voilà, et du frais. Il faut libérer les enfants de la cage de l'appartement, et donc ce qui est quand même fabuleux dans l'architecture, dans le bâtiment, c'est que depuis le métro, on peut arriver directement dans le Louvre. Donc en hiver, c'est pratique quand on a des petits-enfants. Donc moi, je voyais le Louvre comme un endroit beaucoup plus drôle que le jardin d'enfants le dimanche matin, dans le froid. Et puis c'était un prolongement de la ville. Et c'est c'est peut-être d'avoir eu des enfants à Paris et de fréquenter le Louvre avec les enfants, c'est ça, c'est de sentir comme une continuité entre le métro et le musée, et les chefs-d'œuvre et la vie qui continue, qui passe le pied au-dessus de nos têtes. Et donc ça m'intéressait. Et puis moi, par exemple, mes filles petites, quand elles venaient, par exemple, elles cherchaient les chiens et les chats dans les tableaux. Donc on ne s'arrêtait pas devant un tableau s'il n'y avait pas un chien ou un chat. Donc ça, c'est aussi une approche.
ouais, qui était différente, quoi, peut-être moins intellectualisée, mais ça veut dire qu'on fréquente un peu plus le lieu parce qu'il est un lieu ouvert à tous avec les questionnements de tous les âges et les envies de découverte de tous les âges. Donc là on parle de l'ennui, des après-midi sans fin, là c'était la recherche des animaux le dimanche matin. C'était pas encore des teckels. Non, on parlait du succès des teckels sur Instagram juste avant. Ouais. Oui, parce que bon bref. J'ai une fille qui a acheté un teckel. Mais la passion était déjà là. Ouais. Elle est née alors oui, petit fun fact quand même, tu as déjà fait un partenariat avec le Louvre il y a un bail, c'était une de tes premières. Ancien, et c'était très étrange comme situation, mais je ne sais plus si c'était une fête de la musique, en tout cas c'était aux alentours de 2008-2009, quelque chose comme ça, et peut-être le printemps des poètes, tiens maintenant que j'y pense, c'était peut-être quelque chose comme ça. En gros, je ne sais pas à l'époque Arthur n'était pas là, hein. Je sais peut-être qu'il était même pas né, mais donc je sais qu'on voulait, enfin quelqu'un nous avait parlé du Louvre qui ouvrait ses portes aux poètes et on s'était retrouvés dans la cour Puget avec des amis poètes et on avait déclamé comme ça nos textes a cappella et avec les visiteurs qui s'arrêtaient et puis ça a fini en scène ouverte. Donc c'était la première fois que je me produisais en tant qu'artiste au Louvre. C'est un souvenir très fort. J'avais l'impression qu'on était un peu entré par effraction. C'est pas comme aujourd'hui, là où je suis là, je suis sur l'affiche et tout. Là, c'était un petit peu étrange. C'est vrai que les gens nous regardaient, mais est-ce qu'ils se sont perdus? Est-ce que la sécurité va arriver? Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Un peu comme moi aujourd'hui, parce que je suis rentré sans badge, donc j'ai eu le même sentiment d'entrer par effraction. Alors, la cour Puget, tu l'as retrouvée tout récemment pour le premier grand moment de cette carte blanche que t'a proposé le Louvre. Un tout petit peu de contexte sur cette carte blanche. Le Louvre invite régulièrement des artistes à prendre possession des lieux. Ton invitation s'inscrit dans le cadre de la réouverture du pavillon des sessions, qui est une antenne du Quai Branly, et qui présente des œuvres de tous les continents. Et avec une approche un peu différente, puisque les œuvres seront présentées non pas par zone géographique, mais par thématique. Et donc le Louvre, c'est dans ce cadre-là que le Louvre t'a invité à imaginer une carte blanche sur le thème du métissage, un thème qui évidemment t'est très cher, dont tu parles énormément, mais que tu as abordé avec avec une certaine prudence, en tout cas au départ quand on t'a invité. Oui, j'ai toujours besoin de savoir ce que mon interlocuteur entend par métissage, parce que on sait bien que c'est un mot qui peut très vite être galvaudé. Il y a déjà, je dirais qu'il y a le métissage et l'expérience métisse, qui sont deux choses assez différentes. Et puis le métissage, ça peut être aussi un concept qui finit par être creux, qui peut devenir un concept un peu marketing, un concept qui finit. Enfin, voilà, on pense tous à la pub Benetton, quoi. En gros, c'est le mélange de couleurs et c'est super parce qu'il y a plein de couleurs. Mais le métissage, il a aussi. C'est aussi la rencontre dans la violence, c'est aussi le choc de la rencontre des cultures, c'est une longue histoire qui est traversée par l'esclavage, par la colonisation, par la domination. L'expérience, je disais, l'expérience métisse, c'est aussi particulier, c'est d'un coup
appartenir à deux mondes qui sont souvent antagonistes ou dans des sociétés où on n'accepte pas que quelqu'un puisse être pluriel d'une certaine façon, que quelqu'un puisse avoir des racines ancrées ici et plus loin. On voit bien les débats en France sur la double nationalité. On a à chaque fois des discours qui tendent à nous dire que ceux qui porteraient en eux plusieurs nations eh bien, sont des traîtres potentiels. Pour qui tu vas être s'il y a un match de foot, s'il y a la guerre, pour qui tu... Voilà, c'est toujours ces questions-là. On nous renvoie dans cette situation-là, et donc beaucoup de métis, surtout à l'adolescence, je dirais, traversent des crises d'identité. Moi, ça a été mon cas, et de grandir dans un pays où je pensais que j'étais blanc, et puis d'arriver ici, et puis je suis noir, et puis finir par dire non, j'ai envie d'être métis. Et les uns et les autres me disent que non, ça n'existe pas. T'es soit l'un, soit l'autre, donc choisis ton camp. Donc pour moi, c'est important qu'on ait une discussion sur ça, et sur le concept, et puis sur l'expérience métisse. Donc j'ai eu envie, par exemple, pendant la randonnée, d'inviter beaucoup d'artistes qui portaient en eux cette richesse-là, d'appartenir à ici et ailleurs, et d'arriver à en faire une unité. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Je parle souvent du métissage dans l'éducation. Les enfants métis, on leur dit toujours tu es 50-50, tu es une addition, alors que la réalité, c'est que nous sommes une fusion. Nous sommes un tout, une unité, tout comme nos parents sont une unité. Il n'y a pas on n'est pas d'un coup une fragmentation. Et voilà, les artistes que j'ai voulu inviter, c'était des gens qui portent aussi ce travail-là dans leur art, dans leur vie, dans leur démarche, parce que c'est aussi une démarche, je pense. On a quelques images de ce premier grand moment de ta carte blanche, donc je te propose qu'on regarde. On va voir un petit extrait, 1 minute, on ne verra pas tous les artistes, mais comme ça, celles et ceux qui n'ont pas pu assister à cette randonnée en auront un aperçu. On regarde ça tout de suite. To our sisters, to our mothers, para freedom soul, para freedom soul. Où les voix dansaient sur notre rythme, où les mères murmuraient d'autres berceaux, où les ancêtres veillaient dans une langue qui portait leur souffle. Et puis tu l'as ramené sous les portes, t'es glissé dans le cœur, et tu as tout fait. C'est un court extrait, mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui est super et qui vous donnera vraiment un aperçu plus complet, en tout cas, de tout ce qui s'est passé pendant cette soirée. Mais alors, pourquoi une randonnée au Louvre? Ah, pourquoi pas. C'est une carte blanche, non, mais c'était... en fait, c'est presque venu spontanément. Tout à l'heure, Arthur disait qu'il y avait 42 km de couloir au Louvre. À peu près, ouais, voilà. Bon, en tout cas, on marche. Quoi. Quand on a envie de découvrir le Louvre, et puis c'était ça, au départ, on se rencontre avec les équipes du Louvre, et puis voilà, envie de visiter. Enfin voilà, j'avais envie de visiter, et puis d'un coup, je sens que la découverte du lieu, des œuvres, s'accompagne aussi
d'une sensation physique, d'un effort physique. Et ça, ça me parle beaucoup en tant qu'artiste, parce que je pense que le corps de l'artiste doit être mis aussi à rude épreuve pour créer. Et donc, ça m'intéresse aussi de comment on reçoit les choses en marchant, en discutant, en marchant. Il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin de marcher pour créer. Je renvoie à la chanson de mon ami Ben Mazué, Quand je marche. Et voilà, donc c'est venu, et c'était pas simplement une randonnée, c'était une randonnée nocturne, pour que je pense que dans la nuit, il y a quelque chose aussi qui naît, une forme de profondeur, de sincérité. On reçoit les choses différemment quand on sait que la ville se calme, et puis cheminer à travers les chefs-d'œuvre du Louvre, dans cette intimité-là. Malheureusement aussi pour plein de gens qui ont voulu venir, mais l'idée c'était d'être peu, que ça puisse être des moments d'échange entre tout le monde. Donc, nous étions un petit groupe, voilà, c'était ça, d'éprouver le ressenti. Et puis après, voilà, c'est un vrai parcours. Il y a un parcours avec un sens de repasser par la cour Puget. J'avais besoin de revenir sur ce lieu où j'avais déclamé la première fois. Donc là on voit mon ami Gaël Camilindi de la Comédie Française qui nous accueille et qui nous dit un texte merveilleux. Et puis après, il y a tout un chemin avec Ljubljana, avec Georgika, avec les tambours. Et à chaque fois, chaque tableau et ce que l'on a dans une salle et les tableaux vivants, des artistes vivants, dans leur échange, une nouvelle histoire se crée, émerge, mais c'est ça le métissage, c'est la rencontre finalement, c'est rien d'autre que la rencontre. Et le film restitue très bien justement ce tissage, en tout cas d'ailleurs des formes artistiques qui se percutent aussi, encore une fois, je vous invite à le voir. Ça c'était le premier grand temps de ta randonnée. Le troisième arrive la semaine prochaine, c'est un concert, tu le produiras parce que tu as été très généreux, tu t'es un peu effacé pendant cette randonnée, tu as laissé la place à d'autres. Pour ton troisième rendez-vous, ce sera un concert sous le radeau de la Méduse, donc le tableau monumental de Géricault, qui raconte une histoire qui là aussi résonne beaucoup avec ton travail. Oui, je pense que c'est peut-être mon plus grand choc esthétique, émotionnel, la première fois que je viens au Louvre à l'adolescence. C'est le radeau de la Méduse. En plus, forcément, je veux dire, c'est un mot, c'est comme la Joconde, ça voyage. Quand on est. Voilà, il n'y avait pas de musée au Burundi, je ne savais pas ce que c'était qu'un musée, mais il y avait quand même des noms de tableaux célèbres, et ça en faisait partie, mais c'est un premier choc, et puis c'est aussi la modernité de ce tableau pour moi qui suis très sensible, par exemple, au travail que font les associations qui sauvent les gens en mer. Eh bien, le radeau de la Méduse, ça raconte aussi ça, cette humanité dans le désespoir, cette humanité qui se noie, cette humanité qui attend de l'aide, qui attend notre aide. Et donc il y a ça, et puis bon, après, esthétiquement, c'est simplement magnifique, quoi. Oui, c'est un chef-d'œuvre, et jamais j'aurais pensé une seule seconde que dans ma vie j'aurais ce privilège-là. Donc merci encore à toutes les équipes du Louvre de me permettre d'apporter quelques chansons à l'ombre de ce tableau qui nous survivra tous.
Tu es chez toi en ce moment, je crois qu'on est plus que ravis de t'accueillir ici au Logo. Le deuxième grand temps de ta carte blanche, on est en train de le vivre, c'est cette masterclass où nous allons parler de ton écriture, de ton travail d'écrivain, parce que tu en parles d'abord avec... alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand on te lit, évidemment, l'impression qui se dégage, c'est une immense fluidité, vraiment, c'est merveilleux, c'est un plaisir absolu de te lire, mais en même temps, quand tu parles de ton travail, tu es très honnête et très humble sur le travail que ça représente. Donc pour le temps qui nous reste dans cette masterclass, on va un peu se concentrer là-dessus. Tu as souhaité commencer avec ce clip, qui est un peu une graine qui porte, voilà, en tout cas, un clip qui porte en germe toutes les thématiques de ton univers à venir, c'est un peu la graine de Jacaranda. Et notamment parce que quand tu as commencé à écrire des chansons, tu t'es rendu compte, tu as ressenti une frustration assez vite. Tu t'es demandé si les chansons suffisaient à raconter l'histoire que tu voulais raconter. Oui, c'est vrai que, par exemple, là, cette chanson, on entend Guillaume dire, mais ça n'a rien à voir avec le reste de l'album. Et ça, on m'a bien fait comprendre ça ensuite, les équipes avec qui j'ai travaillé à l'époque. Mais ce morceau n'a rien à faire sur l'album, il ne faut pas le mettre, il ne faut pas le laisser. C'est ennuyeux, c'est trop long, c'est le format, bon, voilà, toutes ces choses qu'on nous dit souvent en musique. Parce que sur 3-4 minutes, tout le monde se sent apte à juger une chanson et à dire ça doit être tel format. Là, tout à l'heure, j'ai appris que maintenant les artistes faisaient leurs chansons et les sortaient en accéléré parce que les gens avaient besoin d'écouter en accéléré. Donc, voilà, on est aussi. Parfois, on rentre dans des discussions et des approches de ce que c'est que faire de la musique qui sont c'est assez déprimant. Voilà. Et moi, j'aime pas du tout me sentir frustré ou malheureux ou triste, surtout quand il s'agit de cet immense espace de liberté qu'est la création. Voilà. Il y a suffisamment d'autres domaines où on est frustré et malheureux et on ne peut rien faire, mais là-dessus, je me dis c'est pas possible. Et donc, je pense que parce que voilà, j'écris l'ennui des après-midi sans fin, le morceau doit faire 4 minutes, c'est vrai que voilà, ça prend le temps, mais je me dis, je n'ai rien dit, je n'ai fait qu'effleurer la surface des choses, et si je m'écoutais, je pourrais écrire une chanson de, je ne sais pas, de 100 minutes. Comme c'est pas possible, je commence le roman Petit Pays de cette façon-là. Je parle de ces enfants qui sont dans un monde près de la nature, qui vont cueillir des mangues, etc. Et donc, c'est la première fois qu'une chanson et un roman, qu'un pont se crée entre chanson et roman dans mon esprit. Et ça, c'était une découverte et aussi un soulagement, vraiment un immense soulagement de me dire que les possibilités sont infinies. Voilà, comme tu parlais du film tout à l'heure, le documentaire, c'était aussi une impossibilité d'écrire cette histoire et il fallait trouver une autre forme qui était l'écriture d'un film, d'un documentaire. Voilà. Donc en fait, chaque forme, disons, ça reste de l'écriture. Je ne pose pas musique et écriture, parce que quand tu as commencé, tu disais j'écris et je fais de la musique. En fait, pour moi, c'est pareil. C'est simplement, en fait, si je n'écrivais pas, je ne ferais pas de musique. Voilà. Si on m'enlevait la possibilité d'écrire, je ne ferais pas de musique. Par exemple, je ne pourrais pas être un Johnny Hallyday. Voilà, je ne pourrais pas être interprète. Ça serait impossible. Ah, j'ai fait exprès de faire ça. Mais voilà, je ne pourrais pas être simplement interprète. J'ai besoin de passer à travers le tamis de l'écriture et de ce que ça fait d'écrire, de trouver ces mots, et ensuite d'habiter les mots physiquement, parce que il y a aussi une autre chose, c'est que l'écriture,
c'est aussi l'effort physique. J'en parlais sur la randonnée, mais je fais un lien très fort entre l'écriture et ce que le corps permet de faire. Oui, parce qu'il y a un instrument qui a été très précieux dans l'écriture de Jacques Aranda, c'est la chaise que tu as cherché pour remédier à tes mal de dos. Un instrument ruinatoire. Ouais, non, c'est vrai. Ça a été un roman horrible parce que j'avais mal au dos. Et en fait, j'ai jamais mal au dos. On pourrait croire qu'il est grand, du coup il a mal au dos, mais pas du tout. En plus, Tu écrivais un roman je fais sur le du pilates et tout, donc voilà. Non, mais c'était d'un coup quelque chose de. Peut-être c'était de l'art, et puis de métaboliser cette histoire, parce qu'il faut d'abord que cette histoire, elle arrive encore une fois, par la sensation pour trouver les mots. Moi, j'ai jamais les mots. En fait, c'est toujours un miracle de trouver les mots. Je ressens mon histoire, mais je ne sais pas comment la raconter. Et donc, petit à petit, c'est comme si les sensations arrivaient en moi, et cette histoire, je la savais douloureuse. J'avais un mal de dos pendant des semaines, des mois, j'ai pensé que c'était un problème de chaise. Donc j'arrêtais pas d'aller en ville à Kigali, me dire au type, ah, la chaise que tu m'as vendue la dernière fois, elle est trop basse. Après j'ai voulu faire comme Victor Hugo, écrire debout, et tout ça. Voilà, j'avais encore mal au dos. Et en fait, il fallait simplement il fallait trouver les mots. Et peu à peu, au fil du temps, plus l'histoire apparaissait et plus le mal de dos disparaissait. Tu viens de dire réussir à s'exprimer, c'est un miracle. Justement, c'est un miracle qui demande beaucoup de travail. C'est pas un miracle qui tombe du ciel pour le coup. Tu parles beaucoup du temps que tu prends pour écrire. Il y a un espace, un temps important qui s'est passé entre tes deux romans. Et tu dis que écrire, c'est surtout réécrire jusqu'à 100 fois. Et que, encore une fois, même si ton écriture dégage une sensation d'immense facilité, c'est quelque chose qui s'obtient. Oui. Je me souviens quand je suis arrivé en France, il y avait une personne, une connaissance de la famille qui était fan de Simon. Il avait tous les Simons chez lui. Et puis, en fait, Simon a écrit beaucoup de romans. Ça faisait une bibliothèque entière. Et donc, je me demandais, mais comment en une vie on peut écrire tout ça? Et je me suis intéressé à Simon. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait femme et enfant, il allait chez le médecin, il faisait passer tous les tests médicaux possibles pour être sûr que personne n'était malade. Et après, il s'enfermait pendant 14 jours dans son bureau et il se donnait 14 jours pour terminer un roman. J'aimerais tellement être Simon. Moi, c'est impossible. C'est-à-dire que en tout cas, tout seul. Oui, parce que tu t'es confiné avec Ben Mesouek encore malade et ça a bien marché. Voilà, ça c'est possible. C'est possible à plusieurs, parce que d'un coup on sort de ses propres nœuds au cerveau. En fait, on arrive à rebondir. Quand on bloque, il y a toujours quelqu'un qui est là pour trouver une solution, et puis on rebondit. C'est un jeu de ping-pong, quoi, qui nous met dans une émulation. Et c'était aussi, je pense, moi j'ai commencé par exemple le rap, j'étais en groupe, et je trouvais que c'était la force des groupes, c'est qu'on n'est pas perdu on se perd pas dans ses propres chaos, ses propres prises de tête, et on arrive plus facilement à sortir de soi. Donc ça demande plus d'efforts quand on est seul, et je sais que oui, je suis dans un rapport à l'écriture qui est un rapport besogneux, quoi. En tout cas, il n'y a pas la fluidité, elle est très rare. Et quand il m'arrive d'écrire rapidement, c'est parce que j'y ai pensé pendant longtemps. Donc, j'écris en 1 minute et 1 an ou 2 ans. Est-ce que tu peux nous lire un extrait de votre roman? Peut-être les premières pages Ouais. Tu peux peut-être nous les lire et tu nous les commenteras juste après. Ouais, d'accord.
Stella. Stella s'était précipitée dans le jardin. Elle l'avait vu s'effondrer au sol. Son ami, son enfance, son univers. Les hommes en machette étaient sales, luisants de sueur, satisfaits d'eux-mêmes. Elle avait poussé un cri de terreur avant de tomber à genoux dans l'herbe, la main pressée sur son ventre, le visage en feu. Depuis ce jour, Stella est internée. Le médecin discute avec sa mère dans le couloir de l'hôpital. Il évoque un stress post-traumatique. Sa mère laisse échapper un rire nerveux. Cet enfant n'a rien connu de grave ni manqué de rien. De quoi me parlez-vous, docteur? Le médecin demande si Stella est une rescapée. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase qu'il voit la date de naissance sur le formulaire. Elle a 21 ans. La mère éclate de rire. Son rire que Stella aime depuis toujours, limpide, en éboulis. Elle se reprend pour ne pas contrarier le médecin et confirme calmement que oui, elle est née après le désastre. Les nuits suivantes, Stella peine à fermer l'œil. De longs sanglots, des gémissements incessants et des hurlements parcourent le bâtiment. Dans la chambre jouxtant la sienne, elle perçoit une inquiétante agitation. Ça gratte, ça grince, ça crisse. Le matin, l'infirmière qui lui administre son traitement lui raconte que le patient d'à côté est un homme sans âge, interné depuis des années. La journée, il est prostré sur une chaise face à la fenêtre. La nuit, il rampe sur le sol, s'agrippe au mur de sa chambre. Stella ne dort pas. Ses angoisses reviennent, vives, acerées. Dans l'obscurité, elle fixe le plafond, guette les mouvements saccadés des geckos, reste attentive au bruit de l'homme cancrelat qui court le long des murs. L'hôpital est un bateau de nuit qui recueille l'humanité du fond du gouffre, les grands brûlés de l'effort de reconstruction, les éreintés des pressions familiales, les épuisés des conventions sociales, les déserteurs de la grande comédie humaine. Mais il abrite surtout ces ombres engourdies qui s'excusent d'être encore. Ces âmes errantes qui vivent dans des contrées sans lumière, coquilles humaines pleines de tourments et de cauchemars impossibles à guérir. Le médecin recommence avec ses questions. Il voudrait qu'elle parle. Il veut comprendre ce qui a provoqué son état. Elle n'ose rien dire. Elle vient d'une histoire qui lui a appris à ravaler ses émotions, à faire couler ses larmes dans son ventre. Le médecin insiste. Stella se claque le mur. Le cœur est un secret. Comment confier à cet homme que c'est à cause de l'arbre, de son arbre, son ami, son enfance, son univers, son jacaranda. Ce ne sont pas les premières pages que tu as écrites, Non. dans Jacaranda, Non. mais quand tu les as écrites, tu savais que, que ce seraient les premières de roman. Alors, j'ai dit Arthur tout à l'heure, tu as dit on va ouvrir le capot. J'ai bien aimé cette expression. Ça va rester entre nous, hein, ce que je vais raconter. Alors, au départ, je voulais écrire depuis le point de vue de Stella. Donc j'ai passé quand même plusieurs semaines, même plusieurs mois, à écrire Stella, donc, qui est cette jeune fille dans le roman née après le génocide, qui pour moi symbolise la jeunesse rwandaise. Je voulais raconter cette histoire à travers ses yeux. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Mais ça, on s'en rend compte au bout de 50 pages. C'est long, 50 pages. Et c'est très déprimant, en fait, quand on se dit, là, ça ne fonctionne pas. Et ça fait plein de temps que je suis dessus. Et en fait, pourquoi ça ne fonctionnait pas? Il y a plusieurs raisons. Je dirais que la première, c'était que pour fabriquer un personnage comme Stella, j'avais besoin de rencontrer cette jeunesse. Donc, je faisais beaucoup d'entretiens,
me rendais compte que c'était à eux d'écrire leur histoire. Que ce qui se passait, c'était que je suis de la génération d'avant, c'est-à-dire que nous étions nés avant le génocide, donc on a le souvenir d'avant, le souvenir de pendant et le souvenir d'après. Donc mais en même temps nous étions enfants durant cette période-là, donc on n'était pas acteurs de l'événement. Ce qui fait qu'on a un rôle de témoin. Et qu'en tant que témoin, nous avons aussi un point de vue, aussi une connaissance de cette histoire qui mérite, parce que le temps passe, qui mérite d'être entendue maintenant et tout de suite. On ne se rend pas compte à quel point la vie passe rapidement et que, par exemple, des gens, je pense à des grands-pères, des grands-mères, on s'est toujours dit, un jour on prendra le temps d'aller les voir avec un enregistreur pour qu'ils nous racontent leur vie, puis les gens meurent et on se retrouve avec une absence et impossible de retrouver cette mémoire. Donc je me disais, c'était peut-être plus mon rôle d'assumer ma génération et de regarder à travers ses yeux. Mais comme j'avais un attachement à Stella et que peut-être au fond de moi elle restait le personnage principal, il fallait que je démarre le roman avec Stella. Et puis c'est surtout aussi son rapport à l'arbre, le jacaranda, qui m'a donné le titre du livre. Et donc c'était d'expliquer assez rapidement qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire d'arbre. De poser peut-être une image forte d'entrée de jeu. Donc c'est pour ça que tout de suite après cette entrée-là, on passe dans un autre espace-temps, c'est un autre regard, c'est Milan, on est en France en 1994. Et disons que ça, et ça je ne saurais pas l'expliquer, je sais peut-être que vous, en tant que lecteur ou lectrice, vous pouvez l'expliquer, mais c'est comme si ça fait rentrer, ça donne une tonalité à une histoire d'entrée de jeu, même si on perd directement cette temporalité-là, parce qu'elle ne dure qu'une page, mais qu'ensuite on a comme été traversé par ça, et que ça s'est déposé en nous, et que ça reste au fond de notre tête pendant tout le trajet de la lecture. Et donc quand on retourne dans cet hôpital de nuit, dans cet hôpital psychiatrique à la fin, on a une sensation de familiarité. Voilà. Alors pourquoi c'est pas la première aussi un texte que je pensais mettre au début, c'est que je construis les romans par tableau. Voilà. Je n'écris pas de façon linéaire. J'ai des situations et puis je vais les écrire et ensuite je fais un assemblage que je ne pourrais pas trop expliquer, qui est un peu je ne sais pas, comme quelqu'un qui ferait un montage de film d'une certaine façon. Tu parles beaucoup d'éprouver physiquement le travail de l'écrivain, de toutes les sensations physiques qui en découlent. Et une de celles dont tu parles aussi, c'est la présence physique des personnages que tu imagines. Et le fait que c'est presque des colloques, c'est des gens avec qui il faut vivre, des gens qui prennent de la place. Comment ça s'est passé cette colocation avec Stella, Milan et les autres? Ça dépendait des jours, comme toutes les colloques. Si je compare avec Petit Pays, par exemple, ça a été un roman où j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce roman. J'avais pas ce mal de dos, cette sensation de suffoquer que j'ai eu pour Jacaranda. Et donc, je pense que c'est lié au fait que déjà, je racontais une histoire qui avait déjà 20 ans, qui était aussi une histoire peut-être que j'avais visitée à travers les chansons d'une
une autre forme, donc j'avais eu le temps de peut-être de comprendre quelque chose. Et puis, comme j'ai écrit ce roman dans une zone industrielle d'Alfortville, où j'avais trouvé un bureau parce que voilà, mes filles qui étaient à la maison dans un petit appartement, et on peut, voilà, ça aussi, c'est comment on écrit, c'est toujours intéressant de savoir dans quelles circonstances on écrit. Et donc moi j'écrivais avec un chauffage d'appoint au pied, dans un bureau, là à côté il y avait un plombier, de l'autre côté un électricien, enfin c'était très bizarre. Mais du coup dès que je rentrais dans ce Bujumbura des années 90, mais j'avais chaud, voilà, il y avait la beauté, il y avait un autre environnement, et dès que j'en sortais, je pouvais laisser les personnages, même s'ils m'accompagnaient le soir. Je me souviens d'avoir des très grandes discussions avec Gabriel le soir quand je rentrais chez moi, sur les boulevards d'Alfortville. Et ça, c'était une découverte parce qu'on n'a pas ce truc-là en chanson. On ne discute pas avec sa chanson après, quoi. Et là, c'était vraiment une découverte de se dire, on termine sur un chapitre et on commence à demander à son personnage, mais pour la suite, est-ce que tu veux aller là, et de découvrir que les personnages se meuvent par eux-mêmes, plus on avance dans l'écriture et plus on est rien d'autre qu'un outil des personnages. On est à leur disposition. Et ça, c'est aussi une très grande découverte. Je suis sûr que s'il y a des gens qui ont déjà écrit un roman, c'est quelque chose de particulier. On est aidé par ces personnages. On peut leur faire confiance. Mais il y avait cette espèce de sas, de sécurité entre ce monde de l'histoire, du roman, et puis le monde réel dans lequel j'étais. Pour Jacques Aranda, j'étais à Kigali, j'étais entouré de cette histoire, donc je ne pouvais pas sortir, et j'écrivais aussi le présent. Donc c'est-à-dire que ce que j'entendais se retrouver dans le roman, ou ce qui se passait dans le roman parfois se retrouvait de façon très mystérieuse dans la vie. J'anticipais des scènes dans le roman qui ensuite avaient lieu dans la vie. Donc ça aussi c'est très troublant, comme si parce qu'on écrit, on a tous les sens ouverts et qu'on perçoit un peu comme les animaux qui perçoivent le tsunami dans les humains, c'est qu'on perçoit des choses qui ne sont pas encore là, mais il y a déjà tous les éléments qui nous disent que ça va arriver, que les gens ne voient pas, mais que parce qu'on se met dans cet état où on absorbe, un état d'éponge, eh bien on anticipe ces choses-là. Il y a quand même, voilà, on parle de la dimension de prophétie des artistes, mais ça s'est vu dans l'histoire, mais c'est lié, je pense, à ça, à cette démultiplication de la sensibilité, qu'on n'a pas à tout moment, je vous rassure, je ne vois pas du tout l'avenir, mais c'est pendant ces périodes-là on est beaucoup plus réceptif à tout ce qui se passe. Et donc oui, c'était un roman difficile pour ça, c'est qu'il n'y avait pas de sas, de décompression. Tu parles de la frontière entre la fiction et la réalité, parce que forcément tes personnages sont assez proches de tes parcours, mais ça reste des personnages inventés. Et dans Jacques Aranda, en revanche, il y a un moment où en fait tu t'es invité, toi Gaël Faye, dans le roman, et ce n'est pas Mélane qui parle, mais c'est bien toi Gaël Faye. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ce passage-là, et juste après on prendra des questions de la salle, parce que ça déjà alors là, on soulève encore le capot, désolé. Mon dernier EP s'intitule Jacques Aranda, et donc il y a une chanson qui est un hommage à ma grand-mère qui s'appelle Boutardet. Et c'est une chanson où simplement j'avais envie de raconter ce que c'était une journée avec ma grand-mère. Mais voilà, le format de la chanson ne me permettait pas de tout dire. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Désolé Bilal, mais ce moment il est là, il est pour moi. Voilà, je squatte. Voilà, je vais squatter ton histoire. Donc, on est dans cette ville de Boutardet, qui est dans le sud du pays. Et au plafond, l'écho de chaque bruit, le silence. Ce sont les premières choses qui m'ont marqué dans la maison. Ce soir-là,
une voisine est passée rendre visite à mamie. Au bout d'une demi-heure à les écouter discuter en Kinyarwanda, coincé là, à ne rien faire, j'ai eu envie de décrire la scène qui se jouait sous mes yeux, à la façon d'un naturaliste. J'ai sorti un calepin et un stylo, et j'ai commencé à écrire. Il fait déjà noir dans le séjour. Les rideaux en dentelle ne laissent passer aucune lumière. Les ombres discutent. Ma grand-mère prépare le thé. Ça sent la camomille. Ça sent la citronnelle, désolé. C'est parce que t'as pris la camomille tout à l'heure, non, c'est ça? Verlaine, mais Verlaine. Elle me sert un verre de l'écaillé, une petite Amstel pour l'inviter. Les tasses sont déposées sur la nappe blanche de la table basse, à côté d'un coquillage nacré et d'un bouquet de fleurs en plastique. Sur une commode, des vanneries, et au mur, des images en couleur d'un Christ blond aux yeux bleus. Le seul homme resté dans la vie de mamie. Devant la voisine, elle exhibe fièrement un cadeau récent, une tasse FPR, avec la photo du président de Rwanda. Mamie décapsule sa bière et la voisine chantonne « Tola, Tola, Tola Kagame ». Votez, votez, votez Kagame. Elles se connaissaient déjà lorsqu'elles étaient réfugiées à Bujumbura, quartier Okaf Ngagara. Maintenant qu'elles sont de retour chez elles ne manquent pas de chanter. La conversation aussi. On passe du chuchotement aux éclats de voix. La voisine rote entre un sujet et un verbe, sans aucune retenue, avec un je ne sais quoi de magnifiquement vulgaire. La nuit est tombée et les chauves-souris font un raffut de tous les diables. Une autre voisine arrive avec un tensiomètre. Bruit de vibration électrique. L'appareil se resserre autour du poignet de ma grand-mère. 11.7, c'est bon. Elle est contente. La voisine l'appelle maman Vénancia. Les conversations s'éternisent. Je devine qu'elle parle des autres, de la famille, de choses anodines du quotidien. Les téléphones portables vibrent, sonnent. Elles envoient des textos. Sur un écran bas de gamme, une des voisines montre la photo d'un nouveau-né. Plus personne ne parle. Elles chuchotent. Puis soudain, elles augmentent le volume de la conversation. Il fait noir. Je ne distingue plus ce que j'écris. Mamie allume un néon blafard autour duquel s'agglutinent des insectes. Les visages apparaissent tout à coup, inexpressifs. Un gecko court le long d'un mur, puis s'arrête subitement. Grâce à des gestes évocateurs et quelques mots en français, je comprends que l'on parle d'une nièce qui a un beau visage et un fessier énorme, d'une autre qui a de gros bras. À l'extérieur, les employés de mamie discutent, allument la radio, font couler de l'eau. On évoque quelque chose de triste. J'attrape au vol le mot génocide. Ma grand-mère ajoute au tragique en étirant les mots, en appuyant sur les consonnes, en commençant la phrase doucement puis en l'accélérant. L'autre voisine pose la main sur sa joue et hoche la tête d'incrédulité. Dès qu'une voisine parle, mamie approuve d'un yego ou d'une interjection bovine, genre déclamée sur toutes les gammes, de l'étonnement à l'assentiment en passant par la réprobation. La voisine trouve que je ressemble à un arabe. Alors après, ça continue. Et donc, pour moi, c'était important. Là, je casse le rythme du roman. Il n'y a pas d'autres moments comme ça dans ce roman. Mais c'était important de ramener quelque chose de très sec, descriptif, parce que c'est mon rapport à l'écriture. Et surtout, c'est de cette façon-là que j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas trouvé des belles phrases ou des rimes quand j'ai commencé à écrire. J'ai essayé de sauver tout ce qui disparaît. Et ça disparaît. Je pense que, à moins que les gens qui ont connu ma grand-mère fassent l'effort de s'asseoir et d'écrire, et je sais qu'ils ne le feront jamais, eh bien, en fait, c'est des petits détails d'une soirée banale chez ma grand-mère, mais qui disparaissent. Et je voulais que ça puisse exister, parce que comme c'est aussi un roman de la mémoire, c'est peut-être une façon de dire à quelqu'un
qui est attaché à ce que l'histoire des gens l'histoire des gens qu'on aime, d'endroits qu'on aime, de détails ne disparaissent pas, de dire, mais ce n'est rien d'autre que d'écrire. Finalement, l'écriture, c'est ça aussi. C'est pas forcément de l'esthétique. J'essaye pas, moi, là, quand j'écris ces phrases-là, je fais simplement un effort d'être à nouveau physiquement dans le salon de ma grand-mère au moment où elle reçoit ses voisines et de tout écrire. Et ça, c'est quand même à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Et je vous assure que de relire ça, quand ce monde-là a disparu, c'est très... ça rassure. On se dit qu'on a quand même sauvé un monde, un univers, d'une certaine façon. Et je crois que c'est la raison d'être d'un musée, par exemple. Tu as cette très belle expression dans Jacques Aranda, tu dis chercher à rendre le passé présent, donc sauver ce monde qui disparaît, c'est la même idée. Merci beaucoup d'avoir, comme tu nous l'as promis, soulevé le capot de ton écriture et partagé des anecdotes inédites pour ça. On va laisser le capot entrouvert le temps de 3 questions, parce qu'on avait promis de le faire. Donc s'il y a des questions de la salle, on va vous proposer des micros à chaque personne juste ici, au centre, juste derrière la caméra. Et s'il y a d'ores et déjà une deuxième question, on pourra peut-être la repérer. Est-ce qu'il y aura une deuxième question? Je le vois là. Ah, très bien. On vous écoute. Bonsoir. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Et je suis très émue parce que quand vous parliez du salon de votre grand-mère, moi j'étais dans le mien. Et voilà, c'est très émouvant. J'avais 2 questions. Comment vous traduisez vos silences en mots? Et ensuite, vous parliez de dialogue avec Gabriel. Est-ce que ce dialogue continue une fois les livres terminés? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors oui, traduire le silence en mots, c'est vraiment une très bonne question parce que je ne sais pas très bien comment faire. Et j'ai l'impression de tâtonner, d'essayer. En fait, un roman, on se dit toujours c'est un produit fini, c'est maîtrisé, mais moi je le vois comme une tentative, hein, comme un album. Et c'est pour ça aussi que ça se transforme. Une chanson, c'est une tentative. Et on sait après si on est frustré si on a dit suffisamment ou pas assez. Et donc, il y avait la question des silences dans les familles qui m'a façonné toute mon enfance, où j'ai grandi. Voilà, dans ces silences-là. Et de me rendre compte qu'il ne s'agissait pas simplement de ma famille, mais que c'était peut-être un phénomène lié à la société dans laquelle je suis, donc au Rwanda. Et puis peut-être aussi en discutant avec les gens, que toutes les personnes qui portent des histoires de violence extrême, que ce soit à l'échelle d'une société ou même à l'intérieur d'une famille, hein, il y a des violences dans les familles que l'on va taire. Voilà, c'était peut-être de faire ce travail-là sur le long terme. J'aurais pas pu écrire une scène pour raconter un silence je sais pas, par exemple, en nouvelle. Il m'a fallu le temps d'un roman pour installer ce qu'était cette relation à l'intérieur des familles et aussi les dynamiques des silences. Il y a tellement de dynamiques dans les silences. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler à leurs enfants, il y a des gens qui pourtant peuvent parler au monde, ce qui est le cas de Célie, qui va parler dans un stade et qui n'arrivera pas à parler directement à ce débat. Il y a des gens qui vont se taire à jamais. Il y a des gens qui aimeraient parler mais qui n'ont pas les mots. Donc c'est ça, c'est tout un... ouais. Il y a tout, plein de dynamiques de silence qui m'intéressaient de comprendre. Et puis, et la question...
Non, oui, Gabriel, est-ce que je poursuis la conversation? Eh bien, étrangement, ça, on entend souvent cette phrase-là, les artistes, et elles sont très clichés. Mais il y a quand même, parfois dans les clichés, il y a quelque chose de, je sais pas, il y a une petite vérité. C'est que, une fois qu'une œuvre va sortir, qu'un album, un roman, ben on a l'impression que ça ne nous appartient plus à nous simplement. Et donc j'aurais du mal, c'est-à-dire que je retrouve Gabriel dans le regard et la sensibilité d'autres qui m'en parlent. Et d'une certaine façon, il a pris l'autonomie. Et je n'ai plus vraiment prise sur cet être de papier, d'imagination. Donc c'est... par exemple, j'ai voulu m'amuser sur Jacques Aranda. Je me suis dit, est-ce que, tiens, Gabriel pourrait apparaître? On voit Célie qui était dans Petit Pays et qui a poursuivi, mais elle me hantait vraiment. Et c'est pas forcément un personnage dont on me parlait souvent. Mais Gabriel, il y avait j'ai essayé 2-3 scènes, parce qu'il faut tenter. Ça fonctionnait pas du tout. Ça faisait vraiment artificiel. Il a pris une direction que je ne maîtrise plus du tout. Et peut-être que ça reviendra dans le futur, je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'y a plus de discussion entre lui et moi. Est-ce qu'on a une autre question? On vous entend. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question, on parlait de métissage tout à l'heure, sur le rapport à l'Occident. Parce que ce qui m'a frappé, alors peut-être que c'est l'actualité qui a fait écho, je pense au génocide en Palestine actuel, par rapport à Petit Pays. Dans Jacques Aranda, on a vraiment un peu plus la responsabilité de l'Occident, donc de la France, de la Belgique, dans l'histoire du génocide. Et du coup, je vais pas spoiler, on voit qu'à la fin, c'est quand même la mémoire qui prend le dessus sur la rancœur, la révolte, la colère. Mais est-ce que ça va être la même... on parle de ce roman de la même manière ici, en France, dans un pays qui n'a pas connu le génocide, ou au Rwanda, où il me semble que le roman est sorti avant de sortir en France. C'est pas la même réception. Est-ce qu'on en parle de la même manière? Est-ce que la mémoire prend la même place? Est-ce que la révolte prend la même place? Voilà, c'est cet équilibre-là qui m'intéresse pas mal. Oui. En fait, au Rwanda, les conversations que je peux avoir autour de Jacques Aranda, c'est beaucoup des conversations, je pense, liées à l'impossibilité de se parler dans l'intimité. En fait, alors, toute proportion gardée, mais je vais dire que ce que je ressens, c'est qu'on a au Rwanda des institutions ou une parole politique qui regardent en face la réalité du génocide à l'encontre des Tutsis, et que c'est plutôt dans l'intimité, à l'échelle des individus, qu'il est très difficile d'en parler. En France, maintenant ça a changé, mais pour la question du génocide contre les Tutsis, c'était plutôt, on arrivait à en parler dans la société, dans les associations, entre les citoyens, mais il y avait un déni d'État. Voilà. Et puis, on sait que sur d'autres questions, voilà, il y a l'esclavage, la colonisation. En France, à un niveau institutionnel, parfois il est difficile de parler de choses dont on parle plus facilement à l'échelle individuelle des citoyens, des associations, etc. Donc c'était comme ça, comme si... et pour moi, qui vit vraiment un pied dans les deux pays, c'est comme renverser un petit peu ma relation à la grande histoire. Parce que quand j'arrive au Rwanda, je sais qu'il est difficile de parler aux gens que je connais, que je côtoie, que j'aime, qui sont ma famille, mes amis,
directement de cette histoire. Mais que cette histoire, je l'ai découverte parce qu'il y a des commémorations, parce qu'il y a des procès. Et c'est pour ça qu'il y a un dispositif de témoignage dans le roman. C'est que c'est comme ça que nous est parvenue cette histoire. On n'a pas nos parents qui vont s'asseoir et la nuit tombée, là, que je le raconte, et qui vont me dire bon, on va tout vous raconter, poser toutes les questions que vous voulez. Je ne connais pas cette histoire. Enfin, j'ai jamais vu ça chez personne. Et donc, c'est cette question-là. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit c'est en lisant Jacques Aranda qu'on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas de nos enfants. Voilà. Parce que nous-mêmes, on a grandi, nos parents ne nous parlaient pas. Et donc, c'est devenu presque une norme. Mais pour la responsabilité de la France, etc., moi, je ne peux pas utiliser un roman pour parler de mon ressenti par rapport à ça. Parce que je trouve que c'est pas... ce serait pas vraisemblable par rapport à mes personnages. Ils ne sont pas dans cette quête-là. Si je ne sais pas s'il y avait une quête d'un personnage militant, etc., peut-être que je pourrais raconter ça. Mais sinon, si un coup ça apparaît, là on verrait trop Gaël Faye parler. Et ça, je me méfie de ça. En fait, j'essaye de m'effacer, de laisser la place au personnage. Je parlais de ce que permettent les personnages. On pense qu'on ne peut pas aller au bout d'un roman, mais on est tellement aidé par les personnages. Donc si vous avez peur d'écrire un roman, ayez confiance dans les personnages. Je vous ai promis 3 questions. Est-ce qu'on a encore le temps? Je me tourne vers l'arbitre pour une toute dernière question, avant de refermer le capot de la création littéraire. D'abord, merci pour cette mise en place. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Tu parlais du procédé d'écriture tout à l'heure et de la douleur que tu sur l'écriture de Jacques Aranda. Et j'étais intéressé par les émotions que tu as eues à la complétion de Jacques Aranda et de Petit Pays. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles étaient tes émotions? À la parution? À la complétion. À la composition. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est intéressant comme question parce que surtout le premier roman, c'est la première fois, donc qu'est-ce que il a fallu déjà me faire confiance, ce qui n'est pas évident. J'ai pas une, en fait, je suis dans ce paradoxe d'avoir très peu confiance en moi, mais en même temps d'avoir une part de folie, de mégalomanie qui me permet quand même d'aller au bout d'un projet. Et ça se retourne. Je ne saurais pas comment expliquer, mais et puis j'ai peut-être j'ai besoin d'aller au bout, de gravir la montagne, d'aller au sommet. Il y a un truc comme ça, un peu, je ne saurais pas comment dire, mais c'est un truc d'égo. En fait, tous les copains, tous les gens que je connais qui depuis des années écrivent un roman et ils n'ont jamais réussi à aller au bout, c'est quelque chose qui m'angoisse fortement. Et j'avais cette angoisse pour Jacques Aranda de ne pas réussir à aller au bout. Donc voilà, c'était. Mais ce que j'ai surtout découvert, c'est que c'était plus que la vie. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on vit et puis on peut rajouter plus que la vie. Et ça, c'est extraordinaire, la création pour ça. C'est que quelque chose qui nous dépasse un peu, on arrive dans un état qu'on ne soupçonne pas. Et puis, et ça, c'est ce que j'ai découvert. Que tu as différemment dans la musique. Je trouve que dans la musique, tu l'as surtout dans les concerts. Moi, je le vis dans les concerts. Un moment, peut-être même en étant public de concert. C'est-à-dire, un moment où on se retrouve dans un état qui nous décroche un peu du réel. Et puis, mais là, un roman, c'est sur le temps long. Et c'est formidable de se
d'inventer quelque chose qui est qui nous ajoute un temps de vie, une expérience de vie qui superpose une autre vie à la nôtre. Ouais, c'est ce que j'ai découvert, mais bon, ça fait bizarre de le dire comme ça. Je préfère, je le dis très honnêtement, mais je ne vais pas en faire des théories, vous inquiétez pas, j'ai fait un article là-dessus. Merci infiniment, Gaël. Cette carte blanche n'est donc pas terminée, on est à la mi-temps de la carte blanche. On peut retrouver dès samedi pour la nuit des musées les tambours, la troupe, tu me rappelles le nom de la troupe, parce que je ne savais pas qui revenait. Morée, donc la troupe, les tambours du Grenier, c'est ça en fait, c'est une troupe de danse rwandaise, avec des tambours minorés, donc c'est les danses traditionnelles rwandaises. Il y aura aussi cette fois des danseuses. Et puis accompagner également des tambours du Burundi. Magnifique. Ça, c'est samedi soir, et pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir des tickets pour mardi prochain, on verra peut-être sous le radeau de la Méduse pour le concert de clôture de votre carte blanche. Merci.